Le musée des sciences naturelles, c'est pas juste un musée. Une équipe de scientifiques qui travaillent sur base des différentes espèces de la collection. Ils classent, ils identifient, ils analysent grâce à des moyens de plus en plus perfectionnés, comme par exemple l'analyse ADN, qui permet notamment de différencier certains spécimens qu'on attribuait par erreur à la même espèce. C'est évidemment un travail précieux pour le monde vivant, à l'heure où l'on parle de la 6e extinction de masse. Une extinction de masse, c'est un événement au cours duquel au moins 75% des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent durant un temps bref en termes géologiques, soit quand même quelques millions d'années. Au cours de l'histoire, 5 extinctions de masse ont eu lieu. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent de 6e extinction de masse, la plus rapide de l'histoire, directement causée par l'homme. Selon l'ONU, il y a 5 causes majeures à cet effondrement. Les modifications des habitats des espèces, la surexploitation des ressources, la pollution, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques. À l'heure actuelle, 2 millions d'espèces ont été inventoriées, mais ces 2 millions représenteraient à peine 10% de la biodiversité présente sur Terre. Et pourtant, parmi ces espèces que l'on connaît, le bilan est alarmant. Selon une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, 41% des amphibiens étudiés sont menacés d'extinction, 26% des mammifères, 14% des oiseaux, 36% des requins et raies et 33% des coraux. Mais le plus inquiétant reste la rapidité à laquelle se produit ce changement. Le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives. Jamais par le passé la biosphère n'a plongé aussi rapidement. Si le point de non-retour ou le point de bascule ne semble pas encore atteint, selon le paléoécologiste Anthony Barnowski, il pourrait l'être d'ici 2050. Alors, on change ? Alors Rodolphe, tu es youtubeur environnemental, mais en vrai je devrais t'appeler docteur parce que tu es auteur d'une thèse de doctorat en sciences de l'environnement. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir youtubeur ? En fait, quand je faisais mon doctorat, je me suis rendu compte que ce qu'on savait dans le milieu scientifique des grands problèmes environnementaux et de ce qu'on pouvait y faire, c'était pas toujours très bien connu du grand public, c'était pas toujours très bien médiatisé. Et donc je voulais essayer de réduire ce gap entre ce qu'on sait dans le milieu scientifique et ce qu'on sait, ce que c'est le grand public. Et ton nom sur YouTube, ton pseudo, c'est Le Réveilleur. Il y a un lien avec ça, avec cette communication que tu veux partager ? Oui, parce qu'en fait, moi, je m'imaginais à l'époque que comme j'avais été convaincu de la gravité des enjeux environnementaux par les éléments scientifiques, je pensais qu'en amenant ces éléments scientifiques, j'allais convaincre des gens et les réveiller, éveiller des consciences à vraiment la gravité de la situation et au fait qu'il faut agir rapidement et agir en conséquence. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il y a quand même beaucoup de freins dans la société, il y a beaucoup de complexité derrière ces questions. Donc j'étais un peu naïf, je pense, et optimiste, mais c'est pour ça que je me suis appelé Le Réveilleur au début. Et toi, ce qui t'a donné envie de faire ça, donc, c'est de te dire que ton action à toi, elle sera plus importante en tant que youtubeur qu'en tant que scientifique pur. Aujourd'hui, c'est clair que je me sens beaucoup plus utile en faisant ce que je fais maintenant à plein temps que dans un laboratoire, mais ça ne veut pas dire que la recherche est inutile pour autant. C'est juste que cette activité de vulgarisation, aujourd'hui, je pense qu'on ne met pas assez d'efforts là-dessus. Il n'y a pas assez de gens qui se consacrent à faire ça. Alors tu parles du grand public, ton contenu à toi il est quand même hyper pointu. À qui tu t'adresses ? C'est qui ton public ? Je m'adresse plutôt à des gens qui sont un peu sensibilisés à ces enjeux et qui veulent aller plus loin. Et d'ailleurs c'est l'intérêt d'une plateforme comme YouTube, en fait, ça peut très bien fonctionner avec un public réduit qui est même prêt à financer ça, mon contenu, parce qu'ils y voient un intérêt. Donc t'en vis aujourd'hui ? Oui, j'en vis aujourd'hui. Tu parles de climat, tu parles d'énergie, tu parles de biodiversité. Et dans ton contenu, tu dissocies jamais le politique, l'économique de l'environnement. En fait, quand on explique que le changement climatique a des conséquences graves sur les sociétés humaines, c'est politique parce que quelque part, ça implique qu'on ait une réaction derrière. Donc même quand j'explique de façon très objective les problèmes environnementaux, eh bien, il y a une volonté qui est politique, il y a une portée qui est politique. Je veux le faire parce que je pense que c'est des problèmes qui me saisissent en tant que citoyen et sur lesquels il faut réagir. Est-ce que selon toi, la pandémie actuelle, elle pourra avoir, peut-être à plus long terme, un effet sur le changement de mentalité des gens, justement, par rapport à la situation environnementale ? Oui, c'est possible. On peut espérer qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés peut-être sans activité, qui se sont posés des questions et qui ont essayé de se renseigner sur ces grands enjeux environnementaux et de changer de trajectoire. Et même politiquement, on peut espérer, parce que rien n'est fait, qu'on oriente les plans de relance en fonction aussi des enjeux environnementaux. On sent que ton travail il est très pointu, c'est très étudié. Il y a beaucoup d'heures de travail sans doute derrière chaque vidéo. C'est quoi les retours que tu as, toi, du monde scientifique, des gens qui connaissent ces sujets-là et qui regardent tes vidéos ?
Alors c'est plutôt positif, enfin, c'est même souvent positif en fait. Beaucoup de gens qui ont une expertise dans ces domaines trouvent que je fais du bon travail de vulgarisation, ce qui est aussi un truc qui me conforte dans l'utilité de ce que je fais et qui me permet de continuer. Et en fait souvent j'essaye de travailler avec des spécialistes. Donc ce que je vais faire moi quand je travaille, c'est que je commence par bien défricher le sujet. Donc je lis beaucoup de trucs, en général je passe une centaine d'heures à bien tout lire, à écrire le script. Après il y a tout le reste, le montage, etc. Et une fois que j'ai ça, j'essaye de le faire relire par des spécialistes pour éviter qu'il y ait des grosses erreurs, pour voir si j'ai pas raté des éléments, s'il n'y a pas des éléments qui sont trop simplifiés. Et si c'est le cas, je change le contenu et ça évite que je raconte trop de bêtises. On a un petit message pour toi d'un des scientifiques sans doute les plus connus de l'histoire de la télévision belge. Il s'appelle Paul Galland. Ça a été un des premiers à proposer du contenu scientifique vulgarisé dans une émission nature très célèbre qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Le Jardin Extraordinaire. Je te montre son message. Bonjour monsieur le réveilleur, on m'a renseigné votre site, je l'ai regardé et je tiens à vous dire qu'en tant que membre du conseil d'administration du WWF Belgium depuis plus de 40 ans, je ne trouve rien à redire sur le fond. C'est fait selon une méthode de vulgarisation que je respecte et que j'ai toujours essayé de suivre, qui est de vouloir rendre les choses claires sans prendre son auditeur pour un imbécile. Et donc, bravo d'entreprendre la chose. Et je ne dirais pas que vous m'avez convaincu, puisque je l'étais déjà. Voilà, je vous salue et bonne chance encore. C'est super sympa. La reconnaissance par les pairs, c'est vraiment quelque chose qui motive et c'est touchant. C'est la fin de cette émission, je vous envoie une petite bouteille d'exhausteur de dignité, quelques gouttes de temps suspendues et puis des litres d'élixir de joie. À bientôt. Je pense que c'est bien important de comprendre les causes de ces grands problèmes environnementaux pour pouvoir convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Mais il faut aussi comprendre les conséquences, sinon on ne sera pas prêt à faire les efforts qui sont nécessaires. Enfin, c'est important de comprendre les technologies et les solutions qu'on nous propose pour choisir celles qui sont les plus pertinentes, les plus efficaces.